Cette émission vous est présentée par la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Cette semaine, dans votre magazine Bien branché du 8 mars 2018, le service de travailleurs de rang s'affilie à l'organisme Au cœur des familles agricoles. Modification de réglementation sur l'usage des pesticides, quels sont les impacts dans la vallée? On vous présente Tout le monde à bord, un film produit et réalisé par la Gare patrimoniale Maison de la Culture de Sébec. Dévoilement des nouveaux logos des programmes Gestion de commerce et Sciences humaines au CEMEC. On fait le point sur la campagne de financement du camp musical du lac Matapédia et on vous propose les sessions offertes pour cet été. La Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia dévoile les finalistes retenus pour le gala Reconnaissance Mallette Desjardins 2018. Marie-Michel Voyer présente les films à l'affiche au cinéma Répertoire dans notre nouvelle chronique Le temps d'un popcorn. Et pour terminer, les petits explorateurs vous invitent à vivre le chemin de Compostelle. Nous sommes à la ferme Martin Turbide de Valbriand pour assister à la conférence de presse du lancement de la nouvelle travailleuse de rang dans la Matapédia. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Marie-Pierre Boissonneau. Je suis la nouvelle travailleuse de rang dans la MRC de la Matapédia. C'est un projet auquel que je tiens vraiment là, de m'engager avec les producteurs agricoles de la MRC. Puis, c'est un milieu où j'ai encore beaucoup là, de choses à apprendre, évidemment, parce que c'est il y a beaucoup de choses qui tournent au travers de ça. Puis, je souhaite en fait aller à la rencontre là, des producteurs chez eux, dans leur milieu, pour qu'ils puissent là, me montrer qu'est-ce que c'est, puis tout ça, puis qu'est-ce qu'ils font. Je veux les aider aussi à trouver des défis. Relever leurs défis personnels qui vivent dans leur quotidien, parce que c'est pas toujours facile. Ça va pas toujours mal, mais ça va pas toujours bien. Fait que là, moi, je suis là pour les accompagner au travers de tout ça. Puis, au cours des dernières semaines, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer déjà des producteurs et des productrices là, dans leur milieu. Puis, j'ai pu constater qu'il y avait une grande demande là, au niveau du travailleur de rang, puis c'est vraiment beaucoup convoité. Fait que c'est vraiment intéressant là, que dans la continuité, puis ils sont vraiment contents là, que ça recommence. Puis c'est avec fierté et détermination que j'ai envie de relever le défi là, de travailleur de rang, puis accompagner les gens au travers de tout ça. Peut-être juste vous expliquer un peu qu'est-ce que le mandat Au cœur des familles agricoles. C'est une organisation qui a vu le jour en 2003 et qui vient en aide aux producteurs agricoles à la grandeur de la province. Donc, son mandat était d'offrir un service d'accompagnement et d'aide et d'écoute pour les producteurs à la grandeur de la province. Donc, peut-être juste vous donner quelques chiffres rapidement. Cette année, en 2017, l'année passée plutôt, on a fait dans 3 régions où on est présent physiquement. Donc, on a des intervenants dans ces régions-là. On a fait pas loin de 1200 interventions. On inclut aussi là-dedans les autres régions pour lesquelles on offre des services, mais qu'on n'est pas présent physiquement. Donc, c'est dans près de 11 régions agricoles dans lesquelles on a fait des interventions en 2017. C'est des intervenants qui sont là pour écouter, mais surtout appuyer des producteurs qui traversent des périodes où c'est moins facile. J'aime mieux parler du bien-être des agriculteurs que de la détresse parce que, dans le fond, on n'est pas là pour augmenter le détresse, on est là pour améliorer le bien-être. Donc, il faut parler de bien-être et dire que notre emploi est là pour répondre aux besoins du milieu. Nos intervenants ont une connaissance du milieu agricole, donc c'est une force au niveau de l'organisation que nos intervenants aient cette connaissance-là. Ils ont plus de facilité à pouvoir interagir avec les producteurs parce qu'ils ont une connaissance du milieu qui fait en sorte que lorsque c'est le temps d'intervenir, l'agriculteur, la première question qu'il pose souvent, c'est « Connais-tu l'agriculture? » Et si la réponse est oui, on part déjà plus rapidement dans la discussion, dans l'échange, puis dans la recherche de solutions ensemble. Donc, on est fiers de faire un partenariat avec le travailleur de rang de la Matapédia
Je remercie les intervenants locaux ici qui ont fait cette demande-là à notre organisation. Moi, quand je suis arrivé en poste, la première chose que j'ai voulu faire, c'est de voir est-ce qu'on est capable de travailler en collégialité tout le monde ensemble pour avoir les mêmes outils de travail puis être capable d'échanger entre les organisations et aussi entre nos travailleurs de rang pour être capable de partager l'expertise et la façon de faire. Donc, je suis venu faire une première visite au mois de mai l'an passé. Et c'est ma deuxième visite aujourd'hui, puis je fais que ça se conclut par une entente avec les travailleurs de rang de la Matapédia et aussi au cœur des familles agricoles. Merci beaucoup. Et quelles sont les problématiques principales à laquelle sont confrontés les producteurs agricoles? Si je pourrais dire, la plus grosse problématique ici, il y a beaucoup d'isolement. Les gens sont beaucoup isolés, sont beaucoup refermés sur eux-mêmes parce qu'on le sait, l'agriculture, c'est pas comme avant. Avant, c'était beaucoup familial. Maintenant, les gens, ils sont beaucoup plus seuls qu'ils étaient avant. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, la problématique, c'est un peu autour de ça qu'elle tourne. C'est sûr que c'est pas la seule chose, mais c'est en particulier, là, c'est vraiment plus ça qui ressort des gens que j'ai pu rencontrer là, pour l'instant. L'intention en arrière de ça, c'est qu'on veut un outil qui va répondre aux besoins des communautés, des entités avec lesquelles on fait affaire, mais qu'on va être capable aussi de colliger ensemble pour que ça soit représentatif, une vision provinciale des choses. Puis peut-être rajouter à ce que Marie-Pierre a dit tantôt, ce qui est le fun dans notre cas, c'est qu'on n'a pas vraiment de 4 de 7 à 5, de 7 à 4 ou de 8 à 5 ou de 9 à 5. Dans notre cas, on s'ajuste en fonction de l'agriculteur, non pas l'agriculteur qui s'ajuste en fonction de nous autres. Puis, on a, dans le cas, pour la grandeur de la province, il y a une ligne 24/7 qui est offerte. Une ligne 24/7 qui est offerte, si jamais il y a quelqu'un qui est dans le besoin, il peut appeler le soir, la fin de semaine, il appelle, il y a quelqu'un qui va répondre, qui va être capable de faire une intervention s'il est dans un besoin rapide. Puis je dirais un autre avantage qu'on a, c'est que quelqu'un qui appelle, qui a un besoin, il ne se verra pas dans 3 semaines, dans un mois, dans 2 mois, puis on peut essayer de le voir le plus rapidement possible. Puis quand l'agriculteur a pris le temps d'appeler pour demander de l'aide, souvent c'est parce que c'est là qu'il a besoin. Des interventions, on parlait d'interventions, je suis certain des interventions, Marie-Pierre parlait autant que les presque 1200, je vous disais tantôt, c'est pas des interventions d'une heure chronométrée, comme quand vous allez voir le médecin, ou le médecin c'est même pas une heure, mais quand vous allez voir le CLSC, pas même. Nous autres, il y a des interventions là-dedans, c'est des interventions de 3 heures. Parce que quand le producteur vient chercher de l'aide, on ne met pas de chrono. Il va tant qu'il veut, puis quand il a fini, mais on ne l'arrête pas tant, mais aussi longtemps qu'il ne dit pas qu'il est tanné qu'il a fini. C'est ça qui est toute la différence. Et là-dedans, c'est pour ça que les agriculteurs voient la qualité, l'opportunité d'aller chercher de l'aide dans ces services-là. C'est aussi beaucoup, tantôt je parlais là, que les gens ont peur de ce que les autres vont dire, mais c'est aussi le côté papier. Tu sais, quelqu'un qui va aller au CLSC, là, ça va être les papiers, les notes, puis tout ça. Mais quand moi j'arrive, je suis un producteur, là, ce que j'ai beaucoup comme remarque, c'est « Ah, ben c'est le fun, c'est pas comme au CLSC. » C'est pas vraiment dans un cadre spécifique où on prend des notes puis on fait des dossiers. Non, c'est pas ça. Moi, quand j'arrive pas avec mon papier puis mon crayon. J'arrive puis je leur dis, moi, je suis là pour vous, puis je suis là pour vraiment la demande que vous avez à me faire. Puis, j'y vais selon vos besoins à vous. Fait que, c'est dans cette optique-là aussi. Les gens, ils aiment pas vraiment ça quand ce que c'est vraiment... Puis ça, je me l'ai fait dire là, par plusieurs personnes. Puis c'est le fun pour eux aussi qu'on soit disponible. Moi, je suis disponible aussi. Oui, je suis 4 jours semaine, mais je suis disponible le soir. J'ai le téléphone aussi que les gens peuvent me contacter là, au numéro 418-631-6445 ou encore là, j'ai un Facebook là, que je suis tout le temps là, dessus. Donc, les gens peuvent tout le temps... C'est ça aussi qui est le fun pour eux, là, de pouvoir avoir toujours un contact avec moi, puis ils savent que s'il y a une problématique en soirée, en fin de semaine, si c'est une urgence, ils le savent, ils peuvent m'appeler, puis ils me dérangeront pas, puis je vais être là pour eux, puis les écouter. Fait c'est pour ça que c'est intéressant aussi là, pour eux, ce projet-là. Monsieur Saint-Laurent, je voudrais savoir, pour vous, producteur agricole, quelle est l'importance d'avoir un travailleur de rang dans notre région?
C'est extrêmement important. En 2010, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques de détresse psychologique au niveau des agriculteurs. Et c'est là qu'on s'est investi avec des partenaires pour développer ce projet-là. Les agriculteurs, ils travaillent beaucoup. On travaille 90, 100 heures semaine. On a des animaux à s'occuper à tous les jours. On a des travaux au champ. On n'a pas toujours le temps. Excusez, puis on n'a pas toujours envie d'aller au CLSC, ces choses-là, raconter les difficultés qu'on a. Puis les difficultés qu'on a, est-ce qu'on les connaît? On ne le sait pas tout le temps. Ouais. Oui, ça prend des aliments pour les animaux, ça prend de l'engrais dans les champs. Ça, on est assez bon dans ça. Mais nos problèmes intérieurs, on n'en parle pas à personne. Et c'est là que le projet Travailleurs de rang, les visites à la ferme, la personne elle vient, elle jase avec nous autres. On parle de la ferme, de ce qu'on a fait, ces choses-là. Et souvent de fois, c'est là que les problématiques sortent. Ouais. Et c'est ça qu'on voulait. C'est là que c'est important, un projet Travailleurs de rang, aller rencontrer. Moi, je travaille 100 heures semaine. J'ai-tu le temps d'aller passer 4 heures au CLSC à remplir des papiers? Je m'excuse, là, mais c'est ça, la vraie vie. Oui. Puis me faire dire que peut-être que vous devriez prendre 2 semaines de congé, M. Saint-Laurent, puis revenir nous voir dans un mois. Quand je suis agriculteur, là, si j'ai un problème sur un animal, si je ne le règle pas tout de suite, il meurt, l'animal. Donc, il faut que je m'en occupe tout de suite. C'est ça, le projet Travailleurs de rang. Et c'est ça, la disponibilité de Marie-Pierre, d'aller voir les gens chez eux, de parler avec eux autres. Et je ne suis pas obligé d'être en détresse psychologique, qu'elle vienne chez nous, qu'elle vienne jaser de nos affaires, puis qu'elle s'intéresse à nous. Puis quand elle s'intéresse à nous, à la famille, aux enfants, c'est là que les situations sortent et qu'il faut trouver des alternatives pour intervenir. C'est une intervention de première ligne. On s'entend. Elle ne réglera pas mes problèmes financiers, non. Mais effectivement, elle peut m'aiguillonner. Va donc rencontrer telle personne. Je connais un autre agriculteur qui ça va assez bien puis qui est dans tout le même secteur et qui pourrait te donner un coup de main. Fait que c'est ça qui est intéressant dans le projet. C'est ça qui est intéressant dans le projet. Oui, il y a des coûts financiers, mais l'économie agricole de la Matapédia est extrêmement importante. C'est au-delà de 60 millions par année, c'est extrêmement important. Fait que c'est important qu'on s'occupe de l'humain derrière ces entreprises-là. C'est important. La semaine de l'agriculture qu'on débute est entièrement dans cette ligne-là. Il faut s'occuper des humains. Puis si les humains se portent bien, les entreprises agricoles vont se porter mieux, puis l'économie agricole va aller mieux. Fait que qu'est-ce que c'est que vous voulez d'autre? C'est le paradis, presque, avec notre projet. Bien, merci, M. Saint-Laurent. Merci beaucoup. Merci. C'est bien sûr, le projet Travailleurs de rang est toujours à la recherche de partenaires financiers dans notre projet. Beaucoup de monde sont impliqués, autant que les entreprises, les institutions financières, que beaucoup de gens autour de nous sont impliqués de par le dynamisme des régions et des agriculteurs autour d'eux. D'autant plus l'importance d'avoir des partenaires financiers qui sont invités à nous appuyer dans notre projet. C'est ça. L'invitation est lancée. Nous sommes présentement au brunch d'ouverture de la semaine matapédienne de l'agriculture et j'ai profité de l'occasion pour rencontrer un producteur de céréales de la Matapédia pour savoir s'il y avait une incidence sur les producteurs de la région vis-à-vis de la nouvelle réglementation sur les pesticides qui sera en vigueur au Québec prochainement. Je suis en compagnie de Firmin Paquette de la ferme céréalière Paquette, de Sainte-Florence. Bonjour Firmin. Bonjour, bonjour. Firmin, vous avez été impliqué longtemps dans le syndicat des producteurs céréaliers de l'Est du Québec. Cette semaine, la ministre de l'Agriculture a fait une annonce comme quoi il allait avoir une nouvelle législation concernant 5 pesticides et on entendait dire que ça allait affecter plus particulièrement les producteurs céréaliers. Premièrement, c'est quoi ces produits-là, puis de quelle façon est-ce que ça impacte? Bien, disons que la grosse impact est plus pour les producteurs de maïs et soya, parce que ces molécules-là sont employées pour le traitement des semences, surtout de soya et de maïs. Et l'atrazine est dans la production aussi de maïs. Et l'autre produit, le chlorpyrifos, lui, est employé surtout dans la production maraîchère. Donc, dans l'Est du Québec, nous, c'est à 90-95 % c'est des céréales à paille. Orge, blé, avoine, triticale sec. Et ces espèces-là ne sont pas traitées avec ces molécules-là, avec ces produits-là. Donc, l'impact, oui, il y a un certain impact
le canola, certaines variétés de canola, ceux-là qui font un petit peu de maïs en silage, certaines espèces aussi qui sont possiblement traitées un peu avec ces molécules-là, et un peu de soya, mais disons que c'est pas une très grosse impact pour notre région, là. La région n'étant pas une grande productrice de maïs, canola et autres. Est-ce qu'il y a une forme de compensation ou d'aide qui a été annoncée pour pouvoir venir en aide peut-être Parce que qu'est-ce que ça va changer, dans le fond, concrètement, pour le quotidien des agriculteurs? OK, bien, qu'est-ce que les producteurs pensent, puis c'est sûr que ça risque d'arriver, c'est que ces produits-là agissent la minute qu'ils sont plantés dans la terre. C'est un produit systémique qui protège la plante pendant toute sa saison de croissance et de productivité. Alors, si on ne met pas ces produits de protection-là à la semence, bien, s'il arrive un problème, premièrement, il faut le dépister. Et là, à ce moment-là, il faut arriver avec un produit de traitement aérien. Donc là, c'est quoi qui est le plus dommageable ou moins dommageable? Et en tout cas, si on ne peut pas intervenir, par les fenêtres ne sont pas toujours tellement longues pour intervenir, bien, le producteur peut perdre 10, 15, 20 30 Et on sait que la production de céréales est mondiale. Donc, on fait affaire avec les Américains, avec les Russes, avec les Chinois. Donc, si on perd une compétitivité à cause qu'on peut pas être aussi performant dans nos champs, puis comme la première question, tu me disais, et effectivement, que ce soit pour la protection des bandes riveraines, l'environnement en général, et encore là, l'utilisation de ces molécules-là, on n'est pas rémunéré d'aucune façon pour les impacts que cela a sur nos entreprises. Donc, c'est ça, s'il y a une baisse de rendement de 20-30 pour un producteur, mais que le compétiteur aux États-Unis n'a pas cette étape-là de plus à franchir, on perd. Il y a aussi là, ce qui s'en vient aussi, il y a quand même un niveau de stress supplémentaire pour le producteur parce que c'est une nouvelle façon de faire. Là, lui, il était habitué de travailler d'une façon. Peut-être que c'était pas la meilleure façon de dire on y va à large en utilisant tout le temps un produit de protection pour nos champs. Mais là, il va falloir qu'il commence à cibler peut-être des champs plus problématiques et laisser et ne pas utiliser dans certains champs, puis là, être plus encore à l'affût et utiliser une personne aussi pour lui dire quoi faire. Faire une détection dans le champ, puis avoir une tierce partie qui va payer encore de sa poche pour lui dire, bien oui, tu as le droit d'utiliser tel produit. Là. Ça fait que c'est tout ça là, qui, comme je dis, là, qui met un peu plus de pression encore sur la production, sur les producteurs. Là. Est-ce qu'il y aurait des pistes de solutions à proposer qui seraient peut-être un peu plus faciles, plus d'adaptation pour les producteurs? Bien, nous, ce que les producteurs de céréales du Québec avaient proposé, c'est qu'on est déjà régi par un PAF. Un PAF, c'est le programme agro-environnement de fertilisation. Ça fait comme 20 ans que tous les producteurs utilisent, que ce soit pour l'application des fumiers, l'utilisation des engrais chimiques. On a déjà des agronomes qui surveillent, puis on a des plans de ferme bien détaillés avec des registres d'application. Nous, on disait pourquoi en faisant notre PAF, notre agronome s'occupe de nous, ne regarderait pas nos champs, il dirait oui, ce champ-là, je pense avec l'historique que tu as de rendement puis de problématiques, oui, ce champ-là, ça prend absolument une protection, une utilisation un peu plus de produits pour protéger ta plante. Mais dans ce champ-là, à cause aussi de la rotation que tu fais, donc, juste le noter, puis là, le producteur, il passe sa saison, mais c'est déjà tout cédulé un peu plus. Fait que le producteur, il s'en va avec moins dans l'inconnu. On trouvait que c'était une façon un peu plus sécurisante. Puis c'était un peu le même principe. C'était encore une tierce partie qui venait surveiller ton entreprise, mais c'était moins de l'improvisation à la dernière minute, de dire, bien, vite à la course, il faut que j'intervienne là, dans ce champ-là. À ce moment-là, la météo va vraiment collaborer. Il va y avoir une dispersion à cause du vent. Il va y avoir une pluie, puis le produit ne fonctionnera pas. Vous savez, c'est ça un peu le dilemme qu'on a quand on parle de protection de nos cultures. Là. Super. Bien, merci beaucoup pour ces clarifications. Merci beaucoup. En 2017, l'organisme de la Gare patrimoniale de Sébec, Maison de la Culture, réalisait un film qui voulait recréer l'ambiance des années 50 dans une gare de village comme celle de Sébec. Un projet très rassembleur et on va d'ailleurs vous présenter le film dans la semaine du 12 mars sur les ondes de la TVC. Mais pour tout de suite, on rencontre deux membres de l'organisme, soit Ginette Lemieux, la présidente, ainsi que René-Jacques Galland, qui est administrateur, mais également réalisateur de ce film.
Je vais commencer avec Madame Lemieux. Dites-moi, le projet Tout le monde à bord, un film qui a été produit, réalisé, écrit, tourné à Sébec entièrement ou presque. D'où est-ce que c'est parti, cette idée-là? Comment est-ce qu'on en est arrivé au comité de la Maison de la Culture avec cette idée-là? D'où est-ce que ça part? Bon, au tout départ, jamais on n'avait pensé faire un film. Mais on s'est réunis à un moment donné pour préparer nos journées de la culture, parce qu'on sait qu'à Sébec, les journées de la culture, c'est fêté de belle façon à chacune des années, dans le temps avec la Comité culture et concertation. Puis là, la Maison de la culture, on s'est dit, on continue. Et le thème des journées de la culture, c'était le patrimoine. Alors, à un moment donné, il y a une idée qui surgit. Quelqu'un a dit, on devrait faire une journée à la gare comme ça se faisait dans le temps, avec des personnages vivants. Et là, après ça, quelqu'un d'autre, comme René Jacques, dit, bien, pourquoi on ne ferait pas un film pour montrer comment ça se passait à la gare dans le temps, puis comment ça se passe. Alors, c'est de là que c'est venu l'idée d'un film. Okay. Mais entre l'idée et le produit fini, il y a quand même plusieurs étapes. Comment est-ce qu'on attaque ça, un projet de la sorte? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments à penser. Par où est-ce que ça a commencé après ça? Une fois que l'idée est posée, où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? René Jacques était tout désigné parce que c'est lui qui a eu l'idée. Après ça, il dit, ben oui, moi, je pourrais m'investir dans un film. Je connais des gens. Il a déjà fait du théâtre. Alors, on a confié à René Jacques le soin d'être un réalisateur à temps plein quasiment, parce que ça a pris quasiment un réalisateur à temps plein. Ouais. Puis après ça, René Jacques a mis ça en marche. Puis je lui laisse la suite, là. Ouais. Puis est-ce que la démarche entre réalisation d'un film, scénarisation, tout ça, se rapprochait un peu de celle du théâtre? Est-ce que l'expérience a été utile à ce moment-là? Oui, l'expérience théâtrale a été utile, mais le cinéma et le théâtre, c'est vraiment différent. Très, très même différent. Mais, et comme l'idée de faire le film, c'est un peu par nécessité. Ce qu'on s'est aperçu, je me suis aperçu que si on faisait juste, pas juste, mais si on faisait un peu une présentation théâtrale, que ça devenait assez complexe en termes de décor, puis de déménagement, de déplacement, puis des comédiens, puis tout. Puis là, je me disais, comment est-ce qu'on va faire? On voulait présenter ça au grand public, mais aussi à des étudiants. Et là, l'idée est arrivée de dire, si on le faisait sous la forme d'un film, on pourrait quand même être costumé ces journées-là. Mais on aurait notre support, on pourrait le présenter à tout le monde. Puis en plus, non seulement on ferait un film pour présenter des moments de vie à la gare en 1950, mais aussi ça pourrait être une façon de faire un peu une promotion de l'organisme, du nouvel organisme Maison de la Culture Sébec. Et là, on s'en allait. Je me suis, comme je travaillais beaucoup en théâtre, j'ai travaillé beaucoup en théâtre avec Marielle Roy, qui est sur le comité avec nous autres. Et puis, fait là, j'ai demandé à Marielle, je lui ai dit, si t'embarques avec moi, on pourrait faire un film. Elle a dit, oui, on embarque, OK. Alors, il restait à écrire des scénarios, trouver le monde, etc. Mais ça a très, très bien été. On n'a pas lâché. Ouais. Et puis, ça m'a tout l'air d'avoir été un film qui était très rassembleur dans votre communauté. Combien de personnes, de près ou de loin, ont été touchées, ont participé au film qu'on voit en arrière? Oui, je pense, en tout cas, on le voit dans la fin du film, dans le générique, quelqu'un pourrait les compter, là. Mais on ne se trompe pas beaucoup en parlant d'une 50aine de personnes. Alors, il fallait trouver, bien sûr, d'abord quelqu'un qui était habile à la caméra, quelqu'un qui avait une caméra pour commencer, et qui était capable de faire du montage. Et puis là, ensuite, le texte, des répétitions, des comédiens, des costumes. Également, toutes les espèces d'anachronismes qu'il y a dans un film. Voilà, essayer de faire attention pour qu'il y en ait trop. Ouais. Mais comme notre budget était très, 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 très limité à quelques petits dollars, on a dit, garde, c'est bien sûr, quand on filme en avant de la gare, on voit l'aréna à côté, là, puis on voit des voitures passer sur 132. Fait qu'on a essayé de minimiser le plus possible l'impact, mais on a quand même réussi certaines scènes très intéressantes. Et ce qui est intéressant, comme tu le soulignais, c'est qu'on s'est pris au jeu. Un moment donné, on a commencé à monter ça, et il y a eu un engouement, un emballement. Tout le monde voulait jouer dans le film, puis être là, puis go, 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 puis... Fait que c'est devenu très stimulant pour tout le monde. Et la difficulté, c'était de coordonner tout ça. Ouais. Je pense qu'on y est arrivé quand même passablement, mais tout le monde a mis la main à la pâte. Moi, j'ai fait mon possible, j'ai commis un paquet d'erreurs, mais on se reprenait. On dit, bon, regarde, là, c'est pas de même, on l'a fait de même. On connaît pas ça plus, là. Mais ça a été bien reçu,
Puis très heureux d'expérience où ça nous a... dans le fond, on ne pensait pas qu'on serait capable de le faire autant, puis de mener quand même aussi bien le projet. Moi, je me disais... Puis finalement, tiens, c'est aperçu du coup, donc c'est pas si pire notre affaire. Puis c'est sûr que nous, on le voit bien sûr avec l'œil, on dit il manquerait ça, puis si on pouvait le refaire, on ferait ça. Mais il y avait une question, on était limité par le budget, par notre non-expérience, mais ça a créé justement un rassemblement. Les gens ont dit, on est capable de faire quelque chose. Et ce qui est le fun, c'est que c'est notre première activité comme maison de la culture. Fait qu'on trouve que ça crée un bel engouement. Un beau départ. Ouais. En termes de diffusion, c'est un film qui a déjà été présenté à quelques reprises. À quels endroits ça a été présenté, Ginette? Bien, à l'heure actuelle, on l'a présenté uniquement à la Maison de la Culture, à la population en général, des groupes d'étudiants du primaire, des groupes d'étudiants du secondaire qui sont venus pendant la fin de semaine des Journées de la Culture. Mais il y a d'autres ouvertures. Les personnes âgées en résidence attendent qu'on aimerait ça le voir aussi, puisqu'ils ne peuvent pas sortir. Puis, on veut aussi s'en servir comme moyen de diffusion. C'est sûr qu'à la TV communautaire, on vous remercie de nous donner cette vitrine-là, parce que c'est très intéressant. Puis, éventuellement, elle pourrait s'en servir comme moyen promotionnel, faire connaître la Maison de la Culture, faire connaître la gare. Okay. Eh bien, justement, on va profiter de l'occasion, puis on va le diffuser prochainement sur les ondes de la TVC. On va terminer en laissant les gens regarder un petit extrait de ça. Je tiens à vous féliciter pour le travail remarquable et très laborieux que ça a pu représenter avec le produit fini qu'on va voir dans un instant. Et bonne continuité à la Maison de la Culture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir. Au Centre matapédien d'études collégiales, les programmes de gestion de commerce et de sciences humaines nous dévoilaient récemment leur toute nouvelle identité visuelle. Nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux aujourd'hui parce que pour nous, c'est le cumul de multiples discussions, de beaucoup d'énergie, de beaucoup de réflexion. Donc, on est vraiment heureux d'être avec vous et puis de partager, dans le fond, le fruit de notre école, donc de notre travail. Ce travail-là qu'on a fait, oui, en département, en collaboration aussi à certains moments avec des étudiants, différentes raisons viennent à nous porter comme département d'une institution scolaire comme le CEMEC, viennent nous porter justement à établir ce processus d'élaboration de logo. Une des premières raisons que j'ai envie d'aborder, c'est tout simplement le fait que vient à un moment donné dans l'histoire d'une organisation, de l'histoire de chacun de nos départements, le besoin d'avoir une identité qui est forte. Quand on parle d'identité, c'est les gens que forment les départements, ce sont les étudiants qui sont inscrits à l'intérieur de ces programmes, mais c'est aussi une identité qui est visuelle. Donc, la recherche graphique d'une reconnaissance, d'une image qui nous ressemble, mais qui nous permet aussi de se faire connaître, de se faire reconnaître. Donc, c'est autant la connaissance de nous que la reconnaissance des autres qu'on va à la recherche, dans le fond, quand on établit un graphique qui est une image visuelle comme un logo. Peut-être une parenthèse, il faudrait remettre à César ce qui est à César, parce que l'origine de cette intention-là, c'est GC qui l'ont eu, dans le fond, et qui ont commencé un peu cette démarche-là de définir une identité visuelle, tout ça, puis on a trouvé ça pas mal intéressant, nous autres aussi. Alors, puis on n'avait pas d'image visuelle. Donc, l'idée du sentiment d'appartenance, on parlait d'identité, sentiment d'appartenance à un programme, puis de s'associer à une image. Un logo, c'est une image, c'est un symbole, donc de favoriser le sentiment d'appartenance à travers ce symbole-là. On trouvait ça vraiment intéressant là, d'aller dans ce sens-là. Puis eux ont commencé le travail, puis là, on s'est inspiré un peu de leur propre travail pour aller dans ce sens-là aussi. Au niveau du département gestion de commerce, antérieurement, nous avions déjà un logo, donc nous avions déjà une image visuelle qui datait d'il y a quelques années, qui n'était peut-être pas à jour, donc qui avait besoin d'être rafraîchie, réactualisée. Donc, c'est un peu avec fierté, donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est l'actualisation pour être vraiment en lien avec nos valeurs, en lien aussi avec nos étudiants, qui nous sommes comme institution, puis qui nous sommes comme programme d'études en tant que tel.
On se dirige du côté du processus de production d'un logo. Évidemment, on a tous plein de qualités, hein, vous savez, plusieurs nous ont comme enseignants. Mais on n'a pas celui des créateurs, donc évidemment, produire un logo, ça demande des qualités artistiques, graphiques, etc. Et le point commun, peut-être, de nos deux projets, ben, c'est le créateur lui-même. Rien de moins. Dieu. Donc, le créateur lui-même, qui est Yves Boudreau, qui nous a accompagnés dans les deux cas, qui avait fait la démarche avec Gestion de commerce à l'automne. On l'a interpellé puisqu'on trouvait qu'il y avait un super beau résultat. Donc, avec nous, il nous a accompagnés aussi, super généreux. Donc, ça a été vraiment agréable de travailler avec... Puis, il faut rendre aussi à César ce qui est à César. Là. Ce qu'on va dévoiler tantôt, ben, il y a un artiste derrière ça et c'est pas nous. Une image visuelle qui est un logo, que ce soit pour une entreprise, pour un département d'enseignement, ça suscite de multiples réflexions, on peut s'en douter, de multiples discussions aussi, donc d'échanges d'opinions. Et c'est vraiment avec beaucoup de générosité, beaucoup de professionnalisme aussi que Yves Boudreau s'est impliqué parce qu'il a été très généreux dans ses commentaires et dans le fait de nous apporter un peu plus loin dans nos réflexions. Donc oui, on avait peut-être des idées initiales qui portaient ce projet-là au point zéro, mais il demeure qu'au fur et à mesure de ses apports sur les chartes de couleurs, les chartes graphiques, alors des termes, des concepts qui sont peut-être pas en lien directement avec ce qu'on fait au jour le jour, ben ça a apporté la réflexion vraiment plus loin, ce qui fait en sorte que la finalité de nos deux logos sont vraiment là, très professionnels, ont une allure là, d'une image qui nous ressemble. Donc, on voit le beau visuel, le beau logo maintenant de Sciences humaines, mais derrière tout ça, on va voir qu'il y a différentes choses qui se cachent derrière les couleurs, derrière les images qui ont été choisies. Fait que les garçons, si vous voulez peut-être nous entretenir sur le sujet. Oui, ben, vous pouvez, il y a quelques éléments là, de création là, qui sont centrales. Là. Évidemment, vous voyez la tête de l'humain qui est au cœur là, des sciences humaines, puis de nos préoccupations, puis de notre intérêt. Mais donc, la tête, elle est formée à la fois aussi de l'environnement dans lequel l'être humain évolue, dans lequel il se développe. Donc, la Terre, qui est très présent, avec une lumière qui vient un peu, puis c'est un peu le symbole des sciences humaines qui éclaire un peu nos connaissances sur l'environnement et sur l'être humain dans lequel il évolue, sur l'être humain qui évolue dans cet environnement-là. Donc, c'était les deux éléments centraux, évidemment, là, du logo là, du cercle central. Et le livre vient un peu appuyer l'idée des sciences humaines, donc c'est la connaissance, l'apprentissage, la recherche, l'apprentissage, donc vient symboliser aussi là, la connaissance derrière tout ça. On peut voir aussi l'idée de mettre Centre matapédien et études collégiales en bas, c'est un peu l'idée dans le fond, le programme s'appuie sur une institution, hein, s'appuie sur un socle qui est le Centre matapédien. Donc, on voulait le voir vraiment comme un appui, un soutien sur lequel le programme s'assoit pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Ça, c'est les différents éléments qui sont centrales. Les couleurs. Le choix du bleu est important. Le bleu, c'est une des couleurs les plus complexes, les plus riches en symbolique, là, si on regarde dans la symbolique des couleurs. Et on peut y voir différentes, je dirais, selon la tonalité, puisque vous avez du plus foncé au plus pâle, puis chaque ton donne un peu un sens différent. Beaucoup dans les couleurs les plus claires, on parle de symboliques comme l'intelligence, la vérité, la confiance. Dans des tons un peu plus, évidemment, la nature, l'eau, l'espace, le ciel, le bleu est très présent, donc ça symbolise ça aussi. Dans les couleurs, donc des tons un peu, la liberté aussi est souvent fortement associée à la couleur bleue, la jeunesse, le rêve. Donc, je pense des valeurs ou des idées qui inspirent beaucoup les sciences humaines puis qui marquent bien l'humain que nous sommes. Le vert, évidemment, le vert, automatiquement, on pense à l'environnement, la nature. C'est très clair qu'on associe à ça, mais il y a beaucoup... Le vert, c'est l'espérance. Donc, peut-être l'espoir en l'humanité, l'espoir en un meilleur humain et un meilleur environnement.
Donc, il y a cette idée-là de l'espoir qui est présent. Aussi, il y a l'équilibre qu'on associe au vert. J'aime bien, puis ça, c'est Yves qui l'a noté, c'est les couleurs matapédiennes aussi. Si on regarde dans la Matapédia, puis notamment le logo de la MRC, notre MRC de la Matapédia, c'est le vert et le bleu. Évidemment, la forêt, les lacs et rivières. Donc, je trouvais que le Cité en semaine, on s'inscrit aussi dans notre milieu. Et le milieu, c'est le milieu matapédien. Donc, essentiellement, peut-être une dernière chose, j'aime bien l'idée de la luminosité là, qui vient comme un peu éclairer, puis quelque part, on n'est pas loin dans cette région-là, là, donc le Québec, donc les sciences humaines qui s'intéressent à notre milieu, au Québec, donc qui va éclairer en particulier cette région-là, bien qu'on parle du monde en général, là, mais on s'attend souvent plus à notre milieu proche, la symbolique. Juste pour compléter, quand on a fait le sondage auprès des étudiants, on leur a demandé, après avoir choisi le logo, pouvez-vous nous dire à quoi ça vous fait penser? Puis les messages forts, c'est un peu ce qu'on pensait, nous, quand on discutait avec Yves. Auprès des étudiants, ce qui est ressorti, c'est ouverture sur le monde. Pour nous, ça nous fait penser à l'ouverture sur le monde, au côté humain des sciences humaines, à l'apprentissage à cause du livre, l'être humain qui se développe par les différentes branches du programme et l'humain et son environnement qui font qu'un. Donc, c'est des mots que nos étudiants ont sortis quand ils ont fait le choix du logo. Puis je prends 30 secondes pour vous citer. Il y en a deux, là, il y en avait plein, mais il y en a deux que j'ai retenus qui sont courtes, mais qui je trouvais qui étaient des belles citations là, d'étudiants anonymes. On a fait le sondage anonyme. Donc, il disait que la Terre en forme de visage est un livre ouvert. Ces deux images représentent notre ouverture sur le monde ainsi que notre apprentissage de celui-ci sous ses différentes facettes par le biais des différentes branches des sciences humaines. Ça, c'est un ou une étudiante qui nous a écrit ça. Puis un autre qui a dit « Je trouve que le dessin exprime que les études que nous faisons maintenant vont nous ouvrir sur le monde et que cela va nous permettre de se développer en tant qu'être humain. » Vous êtes bon. Vous allez bien, c'était beau, on trouvait ça beau. On vous présente peut-être davantage la symbolique des couleurs parce que nous, notre logo est illustré par les deux lettres du programme, donc sont entrelacées, le G et le C. Mais chaque couleur dans le logo a une signification très particulière. D'abord, le G n'est pas jaune, mais il est en or. Donc, pour une gestion en or, bien sûr. Une gestion en or qu'on essaie ou qu'on tente de diffuser à travers les enseignements qu'on fait dans le programme, mais aussi une gestion en or qu'on espère que nos étudiants feront une fois sur le marché du travail comme futurs diplômés. Donc, pour illustrer l'excellence des méthodes et des outils de gestion. Le C, il n'est pas gris, mais il n'est argent. Donc, le C argenté pour faire référence, bien sûr, au fait que les commerces font de l'argent. Ça peut paraître un peu, peut-être pas une image reluisante qu'on a, mais c'est tellement important d'avoir des commerces prospères qui peuvent se développer en faisant des sous. Bien, ça leur permet de se développer puis de développer le milieu par ricochet. Donc, on embauche des gens, on donne des salaires à des gens, on fait vivre une région par les différentes implications financières qu'on fait, puis tout ça, ça a des retombées sur notre milieu, sur la Matapédia. Donc, on voulait mettre ça en lumière, ce C en argent-là de nos entreprises. Ensuite, le vert. Le vert, oui, bien sûr, c'est un beau lien avec le milieu matapédien. Un peu comme Dominique l'illustrait, c'est une couleur de la MRC de la Matapédia, mais c'est aussi la couleur du CEMEC, le vert. Donc, gestion de commerce est bien ancrée dans son milieu, autant au niveau du Centre matapédien d'études collégiales que de la MRC, mais aussi un beau clin d'œil au fait que les entreprises, pour prospérer, comme je vous disais tantôt, puis pour se développer, ils doivent être en contact avec le milieu. Une entreprise ne peut pas prospérer si elle ne comprend pas les réalités, les différentes dynamiques qui animent le milieu. C'est une belle façon de démontrer l'ancrage des entreprises, l'ancrage d'entreprises prospères dans leur milieu, ce petit lien-là avec les ressources, les différentes ressources du milieu. Ensuite, autour de notre médaillon, bien sûr, on a le nom qui est inscrit, gestion de commerce, puis à la base, on a l'acronyme pour le CEMEC. Bien sûr, à la base de tout ça, gestion de commerce existe parce qu'il est au CEMEC, il est dans son milieu, il vit, il respire grâce au CEMEC. Donc, c'est pour ça qu'on trouvait important de retrouver le nom ou l'acronyme de CEMEC à la base de notre médaillon.
On a demandé à Yves, nous, 2 déclinaisons de notre médaillon gestion de commerce. Donc, celui-là est, si on peut dire, notre version officielle, mais on a une version plus allongée qu'on va vous présenter sur l'écran. C'est le même médaillon, c'est les mêmes couleurs, c'est la même chose, mais on a déroulé gestion de commerce, puis on a écrit au long Centre Matapédien. Donc, pour certaines utilisations qu'on vous présentera tout à l'heure, celui-là pouvait être plus à propos ou plus indiqué que d'utiliser le médaillon dans sa forme originale. C'est juste un petit clin d'œil. Gestion de commerce, à l'origine, qu'est-ce qu'on voulait faire en actualisant cette image-là? C'est se doter d'une image auprès de certains produits. Donc, on veut faire des liens avec les entreprises du milieu, puis on aimerait voir notre étiquette apparaître sur certains produits. Un peu comme une certification d'excellence pour des produits qui sont faits par les entreprises de la région. On ne veut pas devenir fabricant de produits ni fabricant de services, mais on voudrait pouvoir apposer, par exemple, notre GC sur des produits fièrement matapédiens qui sont faits dans la région, puis que ça soit comme reconnu. Donc, on espère d'ici les 10 prochaines années créer des partenariats avec les entreprises du milieu, puis que vous voyez apparaître, par exemple, à l'Auberge Beau Séjour, il y a un produit GC, au Bec Pointu, il y a un produit GC. Donc, c'est un petit peu notre vision d'avenir pour les 10 prochaines années qu'on aimerait faire avec le logo gestion de commerce. L'utilisation qu'on va en faire, nous, bien évidemment, ça va être d'identifier tout document. Ça peut être des notes de cours, ça peut être des textes, des plans de cours. On va évidemment s'identifier. L'idée, c'est de créer un sentiment d'appartenance par rapport avec ce logo-là. Donc, on va essayer de le diffuser dans tous les documents qu'on utilise là, ou qu'on fait parvenir. Évidemment, puis ça, encore là, on le doit à CG. CG, ils ont le local 224 qui l'ont... il s'affiche là, sur la porte à l'aide de ce logo-là. Bien, nous, on est associé au local 226, donc le Carrefour des sciences humaines. Ben, on fera de même, là, on va s'afficher sur la porte, notre logo sera là, et donc quand on rentrera au Carrefour, on pourra rentrer dans le monde humain et environnemental des sciences humaines. Donc ça, c'est une communication interne un peu plus. C'est plus à l'interne, là. Puis c'est commun nos 2 programmes, là, ce qu'on vous dit là, autant interne qu'externe. Donc, communication externe, on parle quand on va faire de la promotion, qu'on veut développer des documents promotionnels auprès des futurs étudiants, que ce soit des affiches, des autocollants, des publications web ou médias sociaux. Eh bien, ces logos-là vont nous servir à ça. Des vêtements identifiés au programme. D'ailleurs, gestion de commerce, nous, on est en élaboration avec un comité d'étudiants en sciences humaines pour élaborer un vêtement associé avec la star qu'on a le logo. On va pouvoir aller de l'avant. Gestion de commerce, ça s'est fait cet automne, je crois. Hein? Oui. Et déjà, ils ont une veste avec laquelle tu peux peut-être la lever, Louise, pour que tout le monde la voit, avec le logo qui apparaît fièrement derrière. Donc, c'est aussi cette possibilité-là que nous offrent ces logos-là, qui est des déclinaisons qu'on peut envoyer chez les compagnies qui font de l'impression de vêtements ou peu importe. Donc, on a cette qualité-là qui nous permet de le faire. Les bannières déroulantes. Donc, c'est un autre scoop qu'on a aujourd'hui. On va peut-être vous l'approcher ici en avant pour qu'on va la dérouler officiellement. Personne ne l'a vu, hein? Même nos collègues de département, on est très peu à l'avoir vu. Donc, le dévoilement se fait vraiment live. Donc, quelque chose qu'on va pouvoir se servir dans des événements promotionnels. Et là, on fait un petit roulement de tambour. C'est correct. Donc, oui. Donc, avec le logo qu'on retrouve en bas, soulignons qu'on avait une belle commandite aussi de Lettrage à l'art qui a voulu s'impliquer auprès de notre programme. Donc, on le retrouve en bas, le fier partenaire de la jeunesse matapédienne. Donc, c'est des différents projets qu'on fait dans notre programme. Puis quand on va aller faire, dans le fond, des sorties ou qu'on va aller faire du maxi, mettons, ben ça sera facile d'arriver puis d'apporter notre bannière puis de nous exposer. Puis je pense qu'on ne sera pas gêné de le faire, hein? Non. Vraiment beau. Ouais, peut-être que j'aurais besoin encore d'un peu de pratique. Alors pourquoi pas m'inscrire l'été prochain au camp musical du lac Matapédia? On en parle justement avec la directrice du camp, Mme Julie Tardy.
Julie, la dernière fois qu'on s'est parlé, le camp musical du lac Matapédia était en recherche de financement pour un gros projet d'immobilisation. Et puis, je pense que ça s'est quand même bien déroulé pour vous, cette campagne de financement-là, en 2017. Oui, on a clôturé la campagne à la fin octobre dernier, le temps de tout calculer. On a pu amasser, grâce à cette campagne-là qui a duré, je dirais, environ 16 mois, 64 500 $. Alors, c'est vraiment très appréciable. Et grâce au programme là, du gouvernement du Québec, Placement Mécénat Culture, eh bien, ce montant-là va être quadruplé. Donc, on est vraiment content. Ça fait au-dessus de 200 000. En fait, pour faire partie du programme, on doit créer un fonds. C'est ce qu'on a fait avec la Fondation Philanthrope du Québec. On a créé un fonds. Donc, une partie, on va y avoir accès dans 10 ans et l'autre partie, on va y avoir accès dans 2 ans. OK. Et puis ces sommes-là, combinées à d'autres aides gouvernementales, vont servir à mettre en branle ce projet d'immobilisation qui est prévu à quel moment? En fait, il est prévu aussitôt qu'on va pouvoir le partir. C'est un projet qu'on travaille depuis, sans mentir, je dirais, les débuts des années 2000. C'est pas 2005-2006. Okay. C'est sûr que depuis ce temps-là, il a évolué, il a changé de forme. Maintenant, notre projet d'immobilisation, c'est vraiment là, la rénovation des bâtiments qu'on a présentement, un léger agrandissement de 30 % des bâtiments, juste pour ajouter quelques lits, la cuisine, qu'on puisse accueillir plus de 30 jeunes. C'est aussi, l'eau potable, le système d'eau potable, parce que là, pour l'instant, on achète des cruches d'eau. On se fait des bras. Et système d'eau usée aussi, là, que le nôtre est assez précaire. Oui, OK, on va dire ça comme ça. Et puis, dernièrement, on apprenait également que vous avez vous avez reçu l'appui de la Maison de la Culture de Sébec qui vous a fait un beau cadeau. Oui, vraiment un beau cadeau. La Maison de la Culture s'est engagée dans le cadre de la campagne de financement, de faire un spectacle bénéfice pour nous. Et la Maison de la Culture de Sébec tient sa parole. Alors, ils ont tenu dernièrement le spectacle avec Luce Dufault. Puis en première partie, on avait Caroline Dastou-Paquette et Judith Lebel, puis aussi quelques jeunes du camp qui ont fait quelques prestations. Ça a été vraiment une superbe soirée, c'est très apprécié des gens. Et ça, ils ont réussi à faire un profit de 5 000 $. Donc, un montant qu'ils ont pu nous redonner. En fait, avant que la campagne se termine, ils nous avaient déjà prédonné 2 000 $. Ils disaient, on vous donne un avance sur le profit qu'on fera afin que ce 2 000 $-là soit quadruplé. Donc, ils nous ont remis la balance de 3 000 $. On est vraiment contents. C'est vraiment... C'est peut-être rien mais pour quelques-uns, mais pour nous, c'est beaucoup. Ouais. Donc, des beaux projets futurs à venir pour le camp musical du lac Matapédia, mais entre-temps, déjà, on se prépare pour la saison d'été qui s'en vient, malgré la neige dehors. Et je constate, en regardant la programmation, que le camp musical du lac Matapédia élargit ses horizons. C'est plus juste de la musique. On a également maintenant du théâtre, de la danse. Donc, il y a plein de séjours qui sont offerts. Oui, en fait, l'été, notre été, le 2 mois de l'été se divise en 4 périodes de 2 semaines. Dans ces 4 périodes-là, on a 4 sessions de musique, que ce soit... les sessions diffèrent selon le groupe d'âge, selon l'expérience ou pas, et des fois, selon les instruments. Et oui, effectivement, depuis plusieurs années, on a la danse qui s'est ajoutée maintenant, un quart de 2 semaines en danse. Puis c'est vraiment des danseurs professionnels qu'on fait venir de Montréal, qui descendent et qui trippent avec nous pendant 2 semaines de temps, c'est le cas de le dire. Puis on a aussi le théâtre. On est super contents. On a encore Maxime Perron de Québec qui va venir faire l'enseignement, ainsi qu'Isabelle Carignan. Alors, c'est un beau camp de 2 semaines de théâtre. Autant la danse, le théâtre que la musique, c'est assez invraisemblable ce que ces jeunes et leurs enseignants peuvent accomplir en 2 semaines. En musique, j'ai souvent vu l'été passé des jeunes qui ne connaissaient presque pas un instrument et à la fin de ce jour, bien, ils jouaient une pièce ou 2 au concert de fin de session, ce qui est assez impressionnant, sérieusement. Et même en théâtre, les jeunes arrivent là, personne ne se connaît ou quelques-uns ne connaissent pas les profs. Et là, ils montent une pièce de théâtre d'1 heure de temps en 2 semaines. Décor, mise en scène, son et tout, éclairage. Même chose en danse. En danse aussi, c'est assez intense. Les jeunes ont l'occasion d'apprendre le hip-hop, la danse classique et le jazz. Donc, pendant la journée, les jeunes vont toujours faire les 3 disciplines. Même chose, ils font un spectacle de danse. Tu te dis, mon Dieu, ça fait 1 an qu'ils dansent ensemble. Mais non, ça fait 2 semaines. Alors,
Je veux dire le mot trip parce que c'est dur à dire en français, aussi fort on dirait, mais c'est un trip exceptionnel à vivre en gang et pour l'apprentissage aussi. Là. Ouais. Puis s'il y a des gens, peut-être que ça impressionne un peu, la durée de 2 semaines, tout ça, pas sûr d'être prêt. Il y a maintenant, même pour les petits, des stages d'exploration qui s'offrent. Oui, en fait, depuis l'an dernier, c'était notre première année, pour les jeunes de 6 et 7 ans qui n'ont pas d'expérience encore et qui voudraient faire l'exploration du camp, que ce soit en camp de jour, ça veut dire que quand c'est l'heure du souper, bien, ils retournent à la maison, ou en hébergement, ils peuvent venir. Ça dure 1 semaine et ces jeunes-là sont en groupe de 4-5 maximum. On engage une animatrice spéciale pour eux, qui est attitrée à eux, qui les accompagne, mais c'est pour pas qu'ils soient laissés à eux-mêmes, là, parce qu'on s'entend qu'ils sont un peu moins autonomes que les plus vieux. Et vraiment, ils vont toucher à tous les instruments, ils vont vivre la vie de groupe, ils vont vivre le fait de jouer en ensemble, ils vont vivre, ils vont apprendre de la théorie. Alors, c'est vraiment, on appelle ça le séjour exploratoire, et c'est vraiment le cas. Puis c'est formidable aussi de voir ces tout petits-là qui découvrent des choses ou qui, enfin, ils se disent « Oh, wow, j'aime ça, c'est... Puis pour ceux qui voudraient juste y goûter, puis que l'emploi du temps ne permet pas peut-être de faire des 2 semaines, on a même des stages ponctuels, un peu plus condensés. Oui, en fait, ça s'adresse surtout aux adultes, on va dire 16 ans et plus. C'est le stage en jazz, le stage en musique traditionnelle. Donc, ça débute le vendredi après le souper. Ça se termine le dimanche en avant-midi et c'est vraiment très intensif. L'année passée, c'était la première fois que je le vivais et c'est extraordinaire. En musique traditionnelle, le vendredi soir, tout le monde est assis autour du feu. Ils ont eu peut-être une session de 1 heure là, en ensemble. Ils vont apprendre des tunes, des musiques, des partitions. Et là, toute la soirée, ça joue du traditionnel. C'est vraiment incroyable. En jazz, c'est la même chose. C'est sûr, la sonorité est différente, mais l'esprit qui est là, ils ont sorti le piano et tout, et ça jouait. C'est formidable. Alors vraiment, pour un trip d'adultes, 16 ans et plus, c'est fantastique. Quelque chose à vivre. Les personnes intéressées, je pense que la meilleure façon de faire, c'est se procurer le dépliant ou carrément aller sur votre site Internet. Oui, tout à fait. Sur notre site Internet, tous les renseignements y sont, que ce soit les informations, les coûts, les dates, et les gens peuvent même s'inscrire en ligne sans problème. Là, c'est sécuritaire. Ouais, on rappelle l'adresse? C'est le www.camplacmatapedia.com. Super. Julie Tardy, merci beaucoup. On vous souhaite un bon succès pour le camp de cet été. Merci beaucoup. La Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia dévoilait le 6 mars dernier l'identité des nominés dans chacune des catégories du prochain gala Reconnaissance. Dans la catégorie Service, la Maison commémorative familiale Fournier, le groupe RPF, Aquazone Conciergerie d'Amqui. Catégorie Commerce, Automobile Villeneuve d'Amqui, Chexa Bouquins et Curiosités, Aquazone Conciergerie d'Amqui. Catégorie Nouvelle Entreprise, Bédène et Bambin Division Mode Jeunesse, La Saline, MLG Graphiste. Catégorie Amélioration immobilière, Pharmacie d'Amour, Doyon et Belzile Pharmacien, Aquazone Conciergerie d'Amqui, Maison commémorative familiale Fournier. Dans la catégorie Industrie, Mécanomobile RL, Uniboard. Dans la catégorie Culture, la Fête des guitares du Québec, la microbrasserie La Captive, Hôtel Gagnon. Dans la catégorie Relève, Alimentation COSAP, Au Bec Pointu, les cafés Michel McNicol. Dans la catégorie Agriculture, Miel Vallée Fleurie, Ferme Martin Turbide, la Vallée de la Framboise. Dans la catégorie Tourisme, la Vallée de la Framboise, Auberge Ambassadeur Amqui, Microbrasserie La Captive. Dans la catégorie OBNL, Seigneurie Montois, Marché public matapédien, Friperie de la Rivière. Et finalement, dans la catégorie événements sportifs, Club de badminton Assaut d'Amqui, l'Omnium Yves Lévesque, l'Aquaneige.
Les gagnants dans chacune des catégories, de même que le coup de cœur du public et le prix hommage au grand matapédien, seront connus lors du gala tenu le 17 mars prochain. On est au Cinéma Figaro avec Marie-Michel Voyer pour le temps d'un popcorn. On va parler du cinéma répertoire de mars. Bonjour Marie-Michel! Salut Émilie! Donc, on commence le mois de mars. Il y a du cinéma répertoire toutes les semaines, Marie-Michel? Bien, en fait, on a fait la relâche cette semaine du cinéma répertoire en même temps que c'était la relâche des enfants. Oui. Donc, si vous n'êtes pas encore venu au cinéma avec vos jeunes pour la relâche, il est toujours temps. Oui. La promo cette semaine, c'était que à 13h30, tous les films que vous pouviez voir étaient à 7 $ pour tout le monde. Donc, les adultes, les enfants, les grands-parents, c'est 7 $ pour tous. Donc, à l'affiche à 13h30, c'était Essai. Oui. Pierre Lapin. Oui. Paddington 2 et La Panthère Noire, qui est le nouveau Marvel. Wow! Et OK, donc là, suite à la semaine de relâche, on revient avec le cinéma répertoire. Tout à fait. Le premier film qui commence le lundi, c'est bien ça? Le dimanche, c'est vrai. oui. Donc, le premier film qui sera à l'affiche sera 3 affiches. OK, ça s'appelle 3 affiches. 3 affiches, Missouri. Ça raconte l'histoire d'une femme qui a perdu sa fille. S'est faite assassiner et la police bouge pas. Donc, elle affiche sur 3 affiches dans la ville. OK. Pourquoi le crime n'est pas résolu et elle fait bouger les choses comme ça. OK. Est-ce que c'est un film américain? Oui, c'est un film américain. Parfait. Puis ensuite, la semaine suivante? La semaine suivante, vous pourrez voir Le Fil caché. OK. Qui raconte l'histoire dans les années 50 d'un designer qui rencontre une serveuse qui devient sa muse et c'est leur histoire d'amour. Oh, wow, OK. Oui, est-ce que c'est un fait vécu? Ou... Non, c'est pas un fait vécu. On est ailleurs. OK. Et pour la dernière semaine du mois de mars? La dernière semaine du mois de mars, vous pourrez voir Lady Bird, qui est une comédie dramatique qui raconte l'histoire d'une adolescente du secondaire qui rêve de s'émanciper et sortir de chez elle. Oh, intéressant! Oui. Donc, tous ces films, peux-tu nous rappeler l'horaire du cinéma répertoire? Le dimanche à 15h30. Oui. Lundi, vous aurez toujours la possibilité de le voir à 3 heures différentes. À 10h le matin, 15h30 l'après-midi ou à 19h le soir. OK. Puis finalement, le mardi à 17h15. Parfait. Puis sinon, il y a l'horaire habituel avec tous les gros films pour enfants, les films d'action, les blockbusters. Oui, on les aura tous. Parfait. Donc, merci beaucoup, Marie-Michel. On te souhaite un beau mois de mars. Et nous, on va manger du popcorn. Commencez le film. Les petits explorateurs, c'est quoi? Des conférences informelles portant sur un voyage réalisé par une personne désireuse de venir nous partager son expérience. Les petits explorateurs s'adressent aux globetrotters en nous et aux gens curieux d'en connaître davantage sur une destination. Jessie Pro vous présente la prochaine. Mercredi, le 14 mars, c'est le chemin de Compostelle. Donc, l'an dernier, ici, nous avons eu une présentation sur le chemin de Compostelle. C'est des dames qui m'ont approché, Madame Jacinthe Berger et Raymond Vaillancourt. Si je ne me trompe pas, sont partis cet automne, à la fin de l'été. Donc, leur voyage est tout frais. Ça risque d'être une très belle présentation, parfois un peu spirituelle, mais surtout des belles photos de l'horizon, puis un défi en soi, Compostelle. Donc, j'invite tous les gens qui peuvent être intéressés là, par la marche longue durée à venir voir qu'est-ce que ça peut être, en fait, un voyage en Europe pour faire Compostelle. Pour voir cette conférence, rendez-vous au 2e étage de l'Hôtel Gagnon, au 232 boulevard Saint-Benoît-Ouest à Amqui. Cette présentation commence à 19h30 et l'entrée est gratuite. Pour tout renseignement ou pour proposer une présentation, écrivez à petitsexplorateurs@commercial-hotmail.fr. Voilà qui complète ce Bien branché pour cette semaine. N'oubliez pas, c'est ce week-end qu'on change l'heure. Donc, dans la nuit de samedi à dimanche, on doit avancer d'1 heure. Il faut absolument le faire, sinon vous allez manquer notre télé-bingo dimanche à 12h30. Il y a quand même 700 $ en jeu, dont 500 $ pour la carte pleine. Donc, bonne chance à tous là-dessus. N'oubliez pas de changer l'heure. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine à tout le monde. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.